Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, parce que nous avons Ma Bannière Télévision et Ma Bannière FM, nous vous saluons là où vous vous trouvez et nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre d'une émission spéciale qui s'intitule Plateau Spécial. Plateau Spécial aujourd'hui, nous allons parler de la situation qui se passe plus loin, parce que ça se passe en Asie, et nous allons essayer de réfléchir avec les intellectuels congolais avec qui nous sommes sur ce plateau. Et je crois que chacun de nous va s'exprimer de manière concrète. Quelle analyse faire de la situation actuelle en Afghanistan et quelles leçons à tirer? 1. Par l'Afrique et 2. Par la RDC. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière FM, pour analyser ces dossiers, j'ai sur ce plateau 4 invités. En face de moi, j'ai sans alomande Edgar. Bonsoir Edgar. Bonsoir DP Chambouillet, bonsoir aux téléspectateurs, bonjour là où vous vous trouvez et merci de nous suivre. Edgar, vous le connaissez, il est rédacteur à Ma Bannière Télévision, il est enseignant et chercheur dans plusieurs universités de Matadi et avec qui nous allons assister ce soir. À la droite de monsieur Edgar, nous avons bienvenue à Loukou, bonsoir. Bonsoir monsieur Chambouillet, bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ok, bienvenue et chef de travaux à l'Institut supérieur pédagogique ISP Matadi. Et lui, il est politologue. Ok, je n'ai pas signalé que vous étiez sociologue. Oui, je le suis. Sociologue. Ok, merci. Et à la droite de monsieur Bienvenu, nous avons un habitué de Ma Bannière, c'est monsieur Victor Nendaka, sociologue, chercheur, chef des travaux à l'ISTD Matadi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste Chambouillet. Je salue nos téléspectateurs ainsi que nos auditeurs à la radio qui nous suivent sur Net. Ok, et notre dernier invité, c'est monsieur Ntsabou Yannick. Lui, il est internationaliste, c'est-à-dire de formation, il est licencié, comme je voulais dire. Il est assistant à l'ILIMAT et autres institutions d'enseignement supérieur de la ville de Matadi. Yannick, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Ok, vous êtes prêts pour donner les éclaircissements à nos nombreux téléspectateurs? Oui, à chaque fois qu'on nous fait appel, on est toujours là pour donner nos réflexions, jaillir les lumières, pour édifier nos téléspectateurs ainsi que nos auditeurs à travers la ville ainsi que le monde, puisqu'on est maintenant aussi sous la toile. Merci. Ok, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, les thèmes, je voulais annoncer, analyse de la situation actuelle qui se passe en Afghanistan, quelles leçons l'Afrique peut tirer de ce qui se passe et quelles leçons la RDC peut tirer de ce qui se passe en Afghanistan. Et vous le savez, c'est depuis le dimanche 15 août dernier que les insurgés qu'on appelle talibans, là nous sommes en Afghanistan, sont entrés dans la capitale. Comme partout, lorsque les insurgés entrent dans la capitale, c'est la débandade totale. Et cette débandade est observée dans la capitale Kaboul, où dès qu'ils sont entrés, la première chose, ils se sont emparés du palais présidentiel et le chef a pris les larges. Maintenant, Kaboul vit la situation un peu difficile, il y a des évacuations par-ci par-là, il y a une situation confuse qui se passe dans la capitale de l'Afghanistan et nous allons essayer d'en décrire ici avec mes invités. Je commence avec Nendaka Nestor. Comment vous avez accueilli cette nouvelle les dimanches vers midi? On parle déjà que les insurgés, donc les talibans, sont entrés dans la capitale de l'Afghanistan. Ok, merci. C'était prévisible, à mon humble avis. C'est comme on venait de dire tout à l'heure, nous ne pouvons pas parler de cet événement sans pourtant faire allusion et faire sortir de la jeunesse des talibans. Talibans, c'est qui, pourquoi on les appelle les talibans? En fait, les talibans est considéré comme ici chez nous nos tribus, les Yombe, les Mukongo ou les Swahili ou Muluba et j'en passe.
chez eux là-bas, c'est aussi leur tribu qui, sans ignorer, ils ont dirigé il y a 20 ans aussi le pays. Et après, tout ce qu'ils ont connu comme frustration aujourd'hui, les talibans reviennent encore, parce qu'à l'époque, ils sont considérés comme radicaux. Pour nos téléspectateurs qui nous suivent, s'il faudrait l'analyser, parce que je suis sociologue, s'il faudrait l'analyser ici, les talibans sont considérés comme, chez nous ici, les Bundudia Congo. Ok? Qui, à un certain moment, ils sont religieux, ils sont trop radicaux et ils revendiquent en tenant compte de leur philosophie culturelle et religieuse. Ok, on va entrer en profondeur. Monsieur, bienvenue. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Les talibans prennent le pouvoir en Afghanistan. À mon humble avis, cela était déjà prévisible. Comment prévisible? Du fait que les Américains ont lâché la prise. Parce que les États-Unis, il faut le savoir, ils ont conquis l'Afghanistan après les événements du 11 septembre, World Trade Center, et après, on a retrouvé on a ciblé Ben Laden. Or, Ben Laden était localisé en Afghanistan. Il était bel et bien protégé par les régimes talibans. Et c'est à ce moment-là que les États-Unis ont intervenu pour poursuivre Ben Laden. Bien après, ils ont eu maintenant le temps de pouvoir s'installer. Après avoir chassé les talibans, ils se sont installés. Malheureusement, le fait que l'armée américaine soit installée en Afghanistan a trop coûté aux États-Unis. Ils étaient, même à l'époque de Barack Obama, y compris Donald Trump, ils envisageaient déjà de quitter l'Afghanistan. Du fait que la guerre a été budgétivore. On parle en termes de plus de 2000 milliards de dollars que les États-Unis ont dépensés rien que parce qu'ils étaient en Afghanistan. Et puis les objectifs principaux n'avaient pas été atteints. Raison pour laquelle ils ont dit qu'ils se sont décidés peut-être soit de collaborer, de négocier autrement. Ils ont changé maintenant de stratégie. Ok, vous avez dit que c'était déjà prévisible. C'était votre pressentiment lorsque vous avez appris que les insurgés ont repris Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. Parce que les États-Unis avaient aussi lâché la prise parce que c'est eux qui maintenaient. À Dar, les dimanches, vous suivez les informations, vous apprenez que Kaboul est tombé, l'Afghanistan entre les mains des talibans. Merci pour la question. Je crois que nous sommes des citoyens du monde, nous sommes intellectuels. Lorsque ça bouge plutôt de gauche à droite, nous serons toujours très excités de savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Donc, pour la problématique, c'est l'Afghanistan, les talibans. Vous devez savoir d'abord que les talibans, ce ne sont pas vraiment tellement des gens qui apprécient que les autres pays puissent venir s'insurger dans leurs affaires, parce que ça, c'est la deuxième sortie. C'était d'abord en 1996 que les talibans ont repris la main pour les rênes du pays, parce qu'il y avait des insurgés russes qui se propageaient pour leur pays. Et les talibans, d'abord, sont des étudiants, des élèves coraniques. Ils apprennent comment défendre leur nation, parce que la nation afghane. On va y arriver. Voilà. Je vous ai posé d'abord la question, vos impressions. L'impression, c'est une analyse de désolation et de réflexion. Nous sommes en train de faire une analyse pour voir un peu ce que nous pouvons donner pour cette situation. L'impression de désolation, oui, je vais m'expliquer. Lui, c'était la désolation. Yannick, pour vous, lorsque vous avez appris? C'est à mon vieux d'expliquer pourquoi la désolation. Bon, moi, je dirais que j'emboîte le pas. C'est déjà prévisible. Pourquoi prévisible? Dès l'accession au pouvoir des démocrates au pouvoir aux États-Unis. Puisque aux États-Unis, la politique étrangère, elle est la même. Elle est similaire soit aux républicains et aux démocrates. Mais la manière de planifier, la manière de matérialiser cette politique étrangère, elle est différente d'un démocrate et d'un républicain. On savait que les démocrates ne voulaient plus de l'ingérence des armées américaines ainsi que les alliés dans d'autres sols, entre autres en Afghanistan. C'est ainsi le président Joe Biden a procédé à ce qu'il avait promis lors de sa campagne électorale, qu'il va appliquer le retrait des troupes américaines. Et c'est ce qu'il a fait. Mais ce que je trouve, ce qu'eux aussi les savaient, mais peut-être la communauté internationale ne les savait pas, qu'en se retirant,
les talibans vont ressurgir. Pourquoi je le dis? Parce que les talibans, tout d'abord, a lutté contre la force soviétique en 1995 et il a survécu. Et les États-Unis étaient venus en 2001, après l'événement des World Trade Center. Les États-Unis sont venus en Afghanistan, ils ont survécu pendant 20 ans. Jusqu'à aujourd'hui, les talibans existent. Donc, ils savaient bel et bien, en se retirant, les talibans vont faire voilà, c'était ça l'impression que vous avez pu avoir dès le départ. Mais je rentre maintenant chez Victor, parce que vous avez essayé un peu d'expliquer pour que nos téléspectateurs puissent comprendre qui sont ces talibans. Vous avez essayé d'expliquer. Il faut un peu que les gens comprennent. On parle, les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. C'est quoi? Comment ça se passe? Oui, merci. Tout à l'heure, j'expliquais un peu. C'est vraiment, comme notre sociologue venait de dire, c'est une philosophie idéologique qui est pratiquement emballée par la religion. Ils sont plus islamiques que des musulmans, mais qui ne sont pas modernes, hein, des musulmans qui ont encore les anciennes symboles. Même chez les femmes, vous ne pouvez pas vous promener seule. La femme doit être voilée, et pour que la femme sorte, elle doit être accompagnée par un homme ou un mari. Et c'est vraiment des anciennes pratiques que les autres musulmans n'appréciaient pas. C'est en ce juste titre que j'essayais, tant soit peu en tant que scientifique, de faire voir comment, ici dans notre pays, dans la province du Congo central, que les Congo réfléchissent. Parce qu'ils sont aussi dans la lutte politique, religieuse, et puis scientifique, parce qu'ils suivent aussi des enseignements. C'est de la même manière que leurs tribus qui ont dirigé il y a 20 ans, qui ont été combattus par les autres, comme on venait de dire tout à l'heure, le Russie est arrivé et ils sont tellement défenseurs de leur fief territorial là, ils se sentaient être un peu marginalisés, ils devaient révolter. Mais en se révoltant, il y a eu tellement de dégâts que le monde, que nous autres aussi, nous avons déploré. Il y a eu même, on emballait même les enfants, et il y a incarcération de filles, des jeunes filles mineures, tout ça. Il y a eu tellement de dégâts que, en tant que scientifique, nous sommes appelés à réfléchir le pourquoi. Ok, merci. Monsieur Edgar, vous êtes aussi sociologue. Nous parlons de talibans. Et comment, prenons le taliban comme une tribu, comme il venait de dire, un groupe de gens qui mélangent un peu tout. Il y a la politique, il y a aussi la religion. Comme une minuscule, hein, un petit groupe peut prendre le pouvoir. Comment vous connaissez cette histoire des talibans? Voilà, pour éclaircir un peu sur cette situation, la première question que j'ai pu me poser, qui sont les talibans? C'est ça la question. J'ai rêvé un peu en arrière. Ouais. Déjà en 1989, il y a eu l'invasion russe. La Russie s'est emparée de l'Afghanistan, et comme les talibans, ils sont dans une tribu qu'on appelle les Pashtuns, c'est-à-dire ils sont majoritaires en Afghanistan. Comme les envahisseurs sont venus dans leur pays, ils se sont retirés vers leurs voisins qu'on appelle les Pakistan. C'est de là où l'esprit d'insurrection a commencé. Ce sont des élèves... Donc l'insurrection serait partie du Pakistan? Du Pakistan. Donc ce sont des élèves, des étudiants qui étudient le Coran. Donc c'est-à-dire, c'est l'esprit de la religion. Donc avant d'être politiques, ils sont d'abord religieux. C'est-à-dire, c'est à partir de là qu'ils ont milité pour être formés au Pakistan, pour apprendre le Coran, parce qu'on dit même que les talibans, c'est un mouvement fondamentaliste islamique. Donc, la religion est le soubassement de leurs revendications. Donc, s'ils revendiquent pour que la religion islamique puisse être à la tête de leur nation. Si vous regardez même en arrière, dans l'historique, on nous dit qu'il y avait dans les temps
pour instaurer un État islamique, comme ça s'est fait aujourd'hui avec l'EI. L'État islamiste est en train de faire tout pour faire imposer la religion de l'islam par-ci, par-là. Et les talibans aussi ont une revendication. Quelle est la revendication? De faire asseoir leur identité culturelle. Vous savez que l'Afghanistan, tout autour de lui, a au moins 6 États, 6 voisins. Et vous allez voir que chaque État a son identité culturelle. Mais l'Afghanistan, lorsqu'il est envahi par les États-Unis, la Russie, ils perdent déjà leur identité culturelle. Par l'identité culturelle, je vois la religion, je vois la façon de vivre. Donc, les talibans ont raison de venir un peu s'asseoir dans leur propre pays pour qu'ils puissent aussi diriger. Mais le mal est que leur façon de diriger est très drastique, comme a dit mon frère. Il y a des comportements un peu virulents. Par exemple, dire à la femme de ne pas aller à l'école. Par exemple, dire à l'homme d'avoir des barbes. C'est là où les bas blessent. C'est là où ça touche un peu. Mais la façon de revendiquer pour avoir une identité culturelle, là, je crois que c'est une façon. Mais en revenant au début à ce que mon confrère avait dit, les Américains savaient qu'après leur départ, on va en parler, il y a eu des accords. Et ces accords-là, on l'a fait même en mettant de côté le gouvernement afghan. C'est-à-dire, les Américains savaient qu'en partant, ces messieurs ici vont revenir au pouvoir. Donc moi, je crois que quand je parle de la désolation par rapport à ce que les Américains nous ont promis avec l'OTAN, de sécuriser ces pays, de sécuriser les peuples qui sont là. Et voilà un peu la désolation. On a regardé hier dans les médias l'afflux des Afghans au niveau de l'aéroport. Tout le monde voulait fuir. Pourquoi? Ils ont toujours l'idée des atrocités des talibans par rapport à leur façon de faire. Donc voilà un peu la situation, comment elle se présente. Merci. Aloukou, vous êtes politologue. Quelle lecture vous faites de ce que sont les talibans en écoutant les deux sociologues? Oui, donc moi je vais parler un peu avec l'œil tout à fait politique. Moi, je vais aller l'œil politique, c'est ça. Dans le sens politique. Donc en premier lieu, lorsque les Américains sont entrés en Afghanistan, ils n'ont pas été en mesure d'imposer un État fort. Donc on a remarqué ça même avec l'ancien président Armi Karzai et tout ça avec l'actuel président déchu Ashraf. Donc l'Afghanistan était, donc même l'armée afghane était truffée, était gangrénée par la corruption en outrance, raison pour laquelle l'armée afghane, malgré son nombre impressionnant par rapport aux talibans, parce que chez les talibans, on parle de 50 000 personnes, de 50 000 hommes, hein, par rapport à l'armée afghane, donc c'était vraiment insignifiant. Mais comment une petite armée peut prendre les dessus sur une grande armée? Pourquoi? Parce qu'en Afghanistan, ce qui a manqué au sein de l'Afghanistan, c'était un État fort, un État vraiment très bien organisé. Donc, lorsque les Américains étaient venus, la première des choses, c'était d'abord de mettre sur pied un État fort mettre des réformes pour lutter contre la corruption, pour lutter contre la fraude. Donc, ce qui a détruit l'armée afghane, ce qui a fait qu'aujourd'hui, les talibans puissent prendre les devants, c'est parce qu'on n'a pas su mettre en place un État fort, un État bien consolidé, un État vraiment très bien organisé. Donc, on peut se poser mille et une questions. Les Américains étaient là. Ils avaient tout le moyen possible. Mais comment est-ce qu'ils n'ont pas réussi à pouvoir mettre cet État fort? Donc, ça, ce sont des questions que moi, personnellement, je suis en train de me poser. C'est cette question que je pose à votre collègue, l'internationaliste. Je dis comment l'Amérique, avec tout ce qu'il a comme puissance, comme force, ne parvient pas à mettre en place un État fort. Tout ce qu'il avait promis aux Afghans, on n'a pas vu. Il avait promis la démocratie, il avait promis la prospérité. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce sont des gens qui sont en débandade, des milliers de personnes qui sont en route en train de fuir. En tant que politologue internationaliste. Je vais revenir à votre question.
j'ai écouté tous mes co-débatteurs. Alors, j'ai retenu une chose à chacun d'eux. Je vais revenir sur ça. Je commence d'abord l'historique. L'historique du mot taliban. Les talibans n'est pas une tribu. Les talibans, tout d'abord, c'est une dénomination qui signifie, c'est une dénomination à langue pachtoune, comme on vient venir de dire, qui signifie étudiant. Alors, les talibans, étudiants. Donc, la tribu, c'est la tribu pachtoune. Et ça commence au Pakistan. Ce sont les Pakistanais qui ont commencé à instruire les Afghans pour une vision politique, une revendication au futur. Et ils ont commencé à instruire les Afghans au Pakistan. Et après avoir formé les Afghans, ils se sont joués avec d'autres Pakistanais et ils ont commencé à revendiquer. Et ils ont pris le nom des talibans. Les talibans qui veut dire les étudiants. Donc, c'est-à-dire, les talibans, là-dedans, il y a les Pakistanais et les Afghans. Au début, puisque les instructeurs sont les Pakistanais. Mais ceux qui finançaient, puisque vous allez me dire qui finançait, ce sont les Saoudiens et les Émirats arabes. Vous comprenez? Et jusqu'aujourd'hui, ce sont eux qui soutiennent les talibans. Ce sont eux qui donnent l'effort. Alors, je vais revenir même à ce qu'il vient de dire là, puisqu'il y a à manger à boire. Maintenant, les talibans a eu le jour. Il a commencé maintenant à lutter contre les anti-valeurs qui, selon eux, ils revendiquaient, contre tout d'abord ce que mon vieux venait d'amener ça, contre les Russes, les Soviétiques. Les Soviétiques sont partis. Et ils ont mis la charia en exécution. La charia veut dire c'est leur manière d'utiliser, c'est leur manière d'interpréter le Coran. Puisque chaque peuple a sa manière d'interpréter le Coran, comme tout chrétien a sa manière d'interpréter la Bible. Vous verrez un catholique, un protestant a sa manière d'interpréter la Bible, tout comme le musulman. Et ils avaient leur manière d'interpréter le Coran, c'est ce qu'on appelait la charia. Et ils veulent imposer leur manière à tout le monde. Ils ont imposé leur manière et ils ont réussi. Ils ont commencé à diriger l'Afghanistan. Et les gens ont aimé puisque la dictature des soviétiques était tellement forte. Mais ils sont allés un peu trop vite. Ils étaient un peu beaucoup plus drastiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés jusqu'à imposer la non-utilisation de la télévision, l'Internet, ainsi de suite, imposer d'autres. Donc ils étaient vraiment extrémistes. Et ça a commencé à causer du tort. C'est ainsi, avec l'événement, j'ai dit, du 11 septembre 2001, le World Trade Center, le deux tours jumelles, George Bush a eu l'idée d'aller maintenant attaquer l'Afghanistan. Mais pourquoi il a commencé avec le Pakistan? C'est ça la question doit se poser. Pourquoi on doit commencer avec le Pakistan? Il a commencé avec le Pakistan, puisqu'il savait les mouvements terroristes là, d'Al-Qaïda, qui est une branche du Taliban, la source c'est le Pakistan, parce que c'est là où ils ont commencé à instruire. C'est là où il y a les instructeurs. Les instructeurs. C'est là où il y a la source. Ils ont pilonné toutes ces montagnes-là et ils sont revenus maintenant en Afghanistan. Alors, vous allez me dire maintenant, quelle connotation y a-t-il, quelle relation y a-t-il entre le Taliban et l'Al-Qaïda de Oussama Ben Laden? Oussama Ben Laden était un cadre au sein du Taliban, mais qui avait son propre groupe, qu'on appelait l'Al-Qaïda. Donc l'Al-Qaïda était une branche dirigée par Oussama Ben Laden qui était un cadre du Taliban. Donc les talibans soutenaient directement l'Al-Qaïda de Oussama Ben Laden. Or les talibans, ce n'est pas une tribu, ce sont des étudiants composés et des Afghans et des Pakistanais. Okay. Mais donc avec l'évolution, les Afghans ont commencé maintenant à prendre la prépondérance puisqu'ils étaient instruits. Okay? Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Comme les États-Unis sont venus, les talibans, ils étaient tellement intelligents, ils se sont éclipsés. Ils se sont dit, nous ne pouvons pas, puisqu'il faut être réaliste. Lorsque quelqu'un est plus grand que toi, tu ne peux pas l'affronter. Tu seras mis au chaos. Ils savaient qu'avec les Américains, nous ne saurons pas combattre. Ils se sont éclipsés. Mais l'Al-Qaïda, avec Oussama Ben Laden, a voulu jouer au fait. Et il en a eu pour son sort. C'est ainsi les talibans, à chaque fois, il attaquait et il s'éclipsait. Il allait aussi en négociation avec les États-Unis. Jusqu'à telle manière, en 2016, je crois, les États-Unis ont signé les accords de ne pas toucher les Américains en Afghanistan. Et nous aussi, nous n'allons pas vous toucher. Mais les talibans ne respectaient pas aussi d'autres fois les accords. C'est ainsi, j'avais dit au début, les États-Unis savaient que dès que je me retirerai de l'Afghanistan, les talibans vont ressurgir. Puisque les talibans existaient, mais il s'est éclipsé. Donc c'est comme si quelqu'un qui ne voulait pas attaquer, mais il attendait un bon moment. Maintenant, le moment est opportun. Les États-Unis n'y sont plus. Le moment est opportun. Bienvenue. Alors, pour répondre aux questions, pourquoi maintenant les États-Unis doivent quitter? Pourquoi il n'a pas formé? Mais l'objectif est asymétrique. Les États-Unis ils ne sont pas allés en Irak pour prêcher la bonne nouvelle. Il est allé pour aussi des intérêts économiques.
il a puisé ce qu'il a voulu faire là-bas. Et il est parti. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il a puisé là-bas? Le pétrole irakien. Il a pris ce qu'il a pris, il est parti. Parce que les États-Unis savaient, enfin, avant de quitter l'Irak, il faut qu'il y ait un gouvernement solide. Il faut une armée dissuasive, capable de résister à tout mouvement insurrectionnel. Or, il avait en face de lui un mouvement plus organisé qui est les talibans. Pourquoi je dis ça? Les talibans, c'est un mouvement il est ambigu. Il est ambigu pourquoi? Parce qu'il peut être un parti politique, un mouvement religieux, un mouvement terroriste national et international. Pourquoi je dis parti politique? Puisqu'il occupe des fonctions politiques au sein de l'État. Il devient parti politique. Il veut briguer le pouvoir. Mais il revendique des revendications nationales. Il devient un mouvement terroriste national. Mais il peut aussi revendiquer des mouvements terroristes à l'extérieur des frontières. Il vient du Pakistan pour l'Afghanistan. Il a transigé les frontières. Donc il devient international. Donc il avait en face de lui un combattant qui était plus organisé et qui avait des moyens soutenus par l'Arabie Saoudite, l'Émirat Arabes Unis, des bailleurs de fonds. Donc les États-Unis savaient tout ça. Ils ne pouvaient pas abandonner l'Afghanistan en ce net moment. Il allait d'abord normalement réduire à néant les talibans et puis céder l'Afghanistan aux Afghans. Mais il ne l'a pas fait. Donc il savait de savoir. Merci. Monsieur Edgar, c'est comme si l'Amérique prenait l'Afghanistan comme sa propriété. Voilà, je vais expliquer une chose que les co-débatteurs n'ont pas aussi relevée. Vous devez savoir d'abord que les talibans, l'Afghanistan tout entière, comme nation, appartient dans une religion islamique qu'on appelle les sunnites. Les sunnites sont un peu très modérés par rapport aux chiites. Les chiites, là, on voit l'Iran, ainsi de suite. Alors, les Américains ne peuvent que coopérer avec des gens qui sont un peu modérés, comme les sunnites. Donc, les talibans a une idée de coopérer avec la personne qui comprend aussi mes attentes. C'est pour cela que vous allez voir qu'aujourd'hui, avec les États-Unis, plus de 20 ans, vous êtes sur place, vous n'avez pas eu la possibilité de former l'armée, vous n'avez pas eu la possibilité d'organiser les choses, parce qu'ils savaient qu'à l'état actuel, l'État qui est dirigé par Ashraf n'est pas à mesure de donner des solutions viables. Et les talibans aussi a des ramifications, parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne savent pas qu'il y a des ramifications au sein des talibans. C'est-à-dire qu'il y a eu des partitions, c'est-à-dire d'autres personnes sont parties et ils sont aussi partis fonder d'autres mouvements. Mais la racine, la sève des talibans reste, parce qu'aujourd'hui, nous avons 4 personnalités qui sont encore aux talibans, notamment les fils du fondateur qu'on appelle Mullah Omar, paix à son âme. Il reste, parce qu'il y a des gens qui sont là pour donner la version originale. Alors, je parle maintenant de l'Al-Qaïda. L'Al-Qaïda avait une commission au niveau des talibans. L'Al-Qaïda n'était pas forcé à envahir d'autres États, mais il doit collaborer avec les talibans. Je vous donne l'exemple en 98 déjà. En 98, il y avait l'ambassade de Tanzanie et du Kenya qui était assiégée par les mouvements Al-Qaïda. C'est à fortiori que les Américains ont eu la possibilité maintenant d'attaquer les talibans à l'époque, en 2001. Parce que les talibans coopéraient, donc c'est-à-dire c'était un monstre un peu à plusieurs têtes. Parfois il est religieux, parfois il revendique, et ainsi de suite. Mais dire que les États-Unis, et non, l'Afghanistan est une proie des États-Unis, du point de vue géostratégique, je dirais oui. Parce que les États-Unis doivent aussi contrôler cette région-là. Cette région-là qu'on appelle l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est. Par exemple, la présence américaine n'est pas vraiment trop forcée là-dessus. Les États-Unis doivent venir là pour contrôler un peu, avoir des relations avec des voisins, ainsi de suite, afin de faire sa loi. Nous le voyons aussi aujourd'hui en Afrique, avec la France, qui fait sa loi dans des pays comme le Mali, le Niger, tout ça, juste pour faire les contrôles dans la politique internationale. Et dans ce sens-là, les talibans est aujourd'hui aux mains avec d'autres pays pour travailler ensemble. L'OTAN, par exemple, a eu la possibilité de laisser les pays aux mains des États-Unis seuls, parce que c'est les États-Unis qui étaient la figure d'époux de cette coalition-là, de cette invasion-là. Donc les talibans aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce qu'il y aura la possibilité? Parce que si vous lisez les accords de Doha, il y a trois éléments principaux que les Américains ont dit aux talibans. Premièrement, vous n'avez pas attaqué à nous, qu'il n'y ait pas des attaques. Deuxièmement,
vous devez nous poser des garanties que vous n'allez pas pratiquer ce qu'a dit l'ami, la charia. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde internationalisé. Le monde évolue. Comment priver une femme à ne pas aller à l'école? Comment priver une femme à ne pas regarder la télévision? Et troisième action, c'était la libération des talibans. Donc aujourd'hui, il y a aussi des talibans qui étaient incarcérés, soit en Afghanistan, soit aux États-Unis. Ils doivent être libérés. Donc je crois, comme on dit en relations internationales, les accords doivent être respectés. Je crois que les États-Unis ont respecté les accords. Il avait dit, après 14 mois, nous allons partir. Et il a fait, je crois, c'est un truc qui est prévisible. Mais la désolation, c'est laisser les pays dans les chaos, l'économie est au bas de l'échelle. Et les équilibres géopolitiques maintenant en Afghanistan, est-ce que, monsieur Bienvenu, vous ne trouvez pas que les Américains ont mal négocié leurs cartes? Bon, les Américains... Ils sont venus, ils se sont imposés, ils ont fait, ils ont puisé, par après, ils s'en vont, ils abandonnent. En abandonnant maintenant, qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux? Et vous voyez la situation. Donc, les Américains, ils savaient déjà que ce sont les forces talibanes qui allaient maintenant prendre l'ascendance sur l'armée afghane. Bon, c'est comme ça raison pour laquelle ils ont déjà anticipé. C'était prévisible. Ils ont anticipé déjà des négociations, telles que venait de le dire mon débatteur ici, qu'avec les accords de Doha, ils ont déjà anticipé des accords, ils collaboraient déjà. Donc que ce soit avec l'armée afghane, que ce soit avec les talibans. Parce qu'ils sont vraiment... S'il vous plaît, les accords disaient il ne faut jamais attaquer l'Américain. N'attaquez pas... N'utilisez pas les charia. N'utilisez pas la charia, c'est-à-dire les actions drastiques. Et puis la libération des insurgés. Il y a eu des insurgés talibans qui étaient incarcérés en Afghanistan et d'autres aux États-Unis. Vous devez les libérer. On les a libérés, plus de 400 déjà. Donc les États-Unis ont respecté les accords. Et les démocrates, comme président de la République, ont toujours cette vision-là. Ils n'aiment pas trop entrer dans les situations de la guerre, comme les autres, comme Bush et Donald Trump. Merci pour cette parenthèse. Stratégique, les États-Unis ont déjà vu des lois. Donc c'est une vie des lois. Parce que jadis, la Russie et la Chine entamaient déjà des négociations. Donc la Russie et la Chine, donc ils ont laissé faire les talibans. Donc ils sont déjà allés beaucoup plus loin en termes de négociations. Parce qu'il ne faut pas ignorer que la Chine aujourd'hui est en train de construire la route des soies. Cette route des soies va passer nécessairement par l'Afghanistan avant d'atteindre l'Ouzbékistan et puis les autres là et aller jusqu'en Russie, voire passer vers l'Europe. Raison pour laquelle la Chine était déjà allée beaucoup plus loin. Et la Chine avait vu que je peux dire les termes ici, mais fouille un peu. L'interlocuteur valable dans cette nation-là, c'était les talibans. Et la Chine et la Russie, ils avaient déjà entamé des négociations jadis. Et les États-Unis, ils avaient entamé les négociations avec les talibans. Avec les talibans, oui. La Russie et la Chine. Et les États-Unis, alors que les talibans n'étaient pas au pouvoir. Ils savaient déjà que, coûte que coûte, les talibans vont prendre de l'ascendance. Parce que presque plus de 80% du pays était occupé par les forces talibanes. Raison pour laquelle les États-Unis, ils ont réfléchi double fois. Ils ont dit que, donc tant mieux, quand bien même que nous sommes en train de soutenir les gouvernements actuels, mais nous devrions aussi mener des négociations avec les talibans, comme l'ont fait la Chine, la Russie, la Turquie, ainsi de suite. De raison pour laquelle ils ont déjà anticipé pour que, au moment où les forces talibanes, lorsqu'ils auront le pouvoir, qu'eux aussi puissent trouver leur part des gâteaux. Donc c'est dans le cadre purement géopolitique. Donc ça c'est ce que j'allais tout simplement épingler. Comment expliquer, en écoutant les informations qui coulent dans les réseaux sociaux et même la presse traditionnelle, les autres pays évacuent leurs ressortissants, mais
la Russie et la Chine maintiennent leurs ambassades, leurs gens doivent rester. Comment vous réagissez à ça, Victor? Oui, ça se comprend. C'est comme mes co-débatteurs venaient de dire tout à l'heure. J'aime plus parler de ce problème-là, se focalisant plus dans nos pays, tout ce qui se passe là. Et nous voyons, lorsque il y a des rebelles, nous avons connu ces problèmes en 1997. Il y avait déjà des pays comme l'Angola qui soutenait à l'époque les AFDEL. Dès leur arrivée à Kinshasa au pouvoir, nous avons vu comment il y a des alliances qui se font. Il y a déjà des alliances qui se font et ils comprennent que le gouvernement qui est en train de diriger actuellement ne sera pas ils vont pas résister jusqu'à la fin. Sur ce, il y a des partenaires, en quelque sorte, comme je pouvais le dire, ils ont cité plusieurs partenaires qui se présentaient déjà. Entre autres, il y a tous ces pays qui n'ont pas voulu dégager leurs ambassades, délocaliser leurs ambassades, parce qu'ils savaient qu'après ça, il y a toujours des clauses. Mais les États-Unis, en voulant aussi, parce que les États-Unis, il faut se le dire, malgré des accords, on dit des fois qu'il faut se méfier, parce que les États-Unis ont l'histoire des talibans, ils le savent. Et c'est tout à l'heure là, c'est pourquoi je disais à un certain moment que ils ont tellement envahi, les États-Unis a tellement bénéficié de leurs richesses pétrolières et tout ça, et ils peuvent aussi se dire aujourd'hui, malgré il y a des accords, regardons un peu ces Américains-là qui nous ont marginalisés, qui nous ont stigmatisés pendant longtemps, parce que nous parlons de l'histoire de 20 ans, qu'ils étaient plus proches de leur famille, qu'ils étaient plus proches de leur pays, ils sont allés en exil ailleurs. Donc ça se comprend aujourd'hui. Si les autres États, ils ne veulent pas retirer leurs ambassadeurs, ils comprennent qu'il y a eu déjà des arrangements en termes diplomatiques, en termes de la diplomatie. J'espère qu'il y a eu déjà... Ok, merci. Yannick, je reviens à vous, mais j'ai une question qui me passe en tête. Comment expliquer que lorsque les talibans entrent au pays, c'est presque toutes les chancelleries occidentales, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est d'autres qui sortent. Alors qu'ici, dans tout ce que vous avez parlé jusque-là, on voit que c'est l'Amérique qui avait des problèmes là-bas. Mais comment expliquer maintenant que ce sont les autres, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne? Comment expliquer ça? Oui, vous avez la parole. Ok. Bon, ce qu'il faut savoir, en Afghanistan, ce n'est pas vraiment les États-Unis qui étaient là, le seul État. Il y avait aussi les alliés. Mais comme l'État, disons les États-Unis est membre de l'OTAN et c'est lui qui est le grand contribuable, celui qui contribue le plus. Et c'est lui qui avait beaucoup plus de contingents. Donc c'est lui qui assurait l'hégémonie. D'ailleurs, les États-Unis, c'est l'hyperpuissance. Donc c'est lui qui représente tout. Et lorsque l'hyperpuissant dit, moi je me retire, les autres là, les petites puissances là, ne vont que se retirer. Bon, pourquoi maintenant la France, la Grande-Bretagne se précipitent maintenant à évacuer leurs ressortissants? C'est parce que, vous savez, les talibans, ces talibans-là, ils ne sont pas idiots. Ils savent qui nous ont domptés pendant 20 ans. Qui nous ont fait du mal pendant 20 ans. Ce ne sont pas seulement les Américains, ce sont aussi les Français, puisque la France aussi avait envoyé un contingent. La Grande-Bretagne, le Canada et d'autres pays alliés aux États-Unis d'Amérique. Alors ces États-là savent que si nous laissons nos ressortissants là-bas, ils risqueront de subir aussi la loi de la charia. D'où il faut déjà prévenir que guérir, ramener nos ressortissants dans nos pays respectifs et puis entamer peut-être des négociations diplomatiques postérieurement. C'est ainsi la France a mobilisé, déjà j'ai suivi, la France a mobilisé les aéronefs, d'autres États c'est pour protéger tout d'abord les ressortissants, puisqu'on ne sait pas avec la guerre, avec ce genre-là, on ne sait pas ce qui peut arriver.
Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Quelle est maintenant l'issue de ces débats-là? Les États-Unis n'ont même pas peur des talibans. C'est ce que nous devons comprendre. Les États-Unis n'ont pas peur des talibans. Mais ils ont laissé les talibans maintenant, ils leur ont donné la bénéfice du doute. C'est-à-dire, essayez un peu de faire, on va voir ce que vous allez faire. Et maintenant, la Russie et la Chine, ils collaborent avec les talibans parce qu'ils savent que lorsqu'ils ont été adoptés pendant 20 ans, la Russie n'y était pas, la Chine n'y était pas. Donc ils n'ont rien à craindre. C'est ainsi la Chine et la Russie ont laissé les ressortissants parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien fait aux talibans. Mais les autres savent que nous avons participé à ce truc-là, cette dictature-là que nous avons imposée. Vous savez ça. C'est ainsi la Russie et la Chine. Mais maintenant, sur le plan économique et géopolitique, qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien. La Chine et la Russie, ils bénéficiaient de la stabilité que les États-Unis ont imposée à l'Afghanistan, puisque lorsque les États-Unis étaient là, les territoires étaient sécurisés. Et la sous-région du Moyen-Orient était aussi sécurisée. Maintenant, vous voyez, maintenant avec l'absence des États-Unis, les talibans vont faire des massacres. Peut-être, je dis peut-être. Et est-ce que ça va créer la sécurité? Ça va créer l'insécurité au sein de la sous-région. Donc, problème encore pour la Russie, problème pour la Chine, puisque l'économie refuse l'insécurité. Là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas le développement. Nous, on a besoin de la paix et le Moyen-Orient actuellement a besoin de cette paix-là pour se développer. Avec maintenant l'emprise des talibans, ça va créer des problèmes. Mais les États-Unis, ils ne sont pas idiots. Ils savent qu'au moment opportun, lorsque les talibans chercheront à faire quoi que ce soit, ils vont encore réagir. Je vous dis déjà, le Premier ministre, le ministre des secrétaires d'État à l'armée américaine avait déjà dit, nous avons une réserve des réserves afghanes d'une somme, une masse monétaire de l'Afghanistan dans nos banques américaines. Nous ne donnerons pas au gouvernement taliban. Pourquoi? Parce que c'est une masse colossale d'argent que nous avons perçue pour le compte du gouvernement qui était en place. Maintenant, les talibans ont pris le pouvoir, ils auront besoin de moyens. Et où est-ce qu'ils trouveront les moyens? Peut-être qu'ils auront besoin de la Chine, ils auront besoin de la Russie. Bon, on va voir ce qu'ils vont faire. Mais la Russie aussi a des problèmes aussi financiers. Bon, est-ce qu'ils vont contacter l'Émirat arabe uni, partenaire traditionnel? Est-ce qu'ils vont contacter l'Arabie saoudite? L'Arabie saoudite, l'Émirat arabe uni, j'ai compris. C'est vous qui dites que la Russie a des difficultés. Quand la Russie devient comme interlocuteur valable, écoutez, il se mesure, il connaît ce qu'il faut faire. Il faut aussi trouver les rendements dans ce que vous faites. Vous allez maintenant soutenir les talibans dans leur poursuite terroristes pour gagner quoi? Puisque lorsqu'on fait des affaires, on va gagner quelque chose. Les États-Unis vous croyez qu'ils sont bêtes en soutenant? Bon, il faut soutenir les talibans contre qui? Je veux dire enchérir. C'est ça le problème. Non, j'atterris. Ils vont soutenir les talibans contre qui? Ils soutiennent les talibans D'ailleurs, je suis sur les médias qui sont prêts. Non, je suis à travers les médias que la Russie, la Fédération de Russie, pour eux, ils sont prêts de reconnaître les pouvoirs religieux qui viennent de s'installer. Une déclaration diplomatique. C'est normal. Une déclaration diplomatique. Mais sur le plan économique, ils vont soutenir les talibans, oui, bien sûr. Bon, les talibans, quel objectif avez-vous? C'est de s'asseoir seulement les Américains étaient là, ils ont puisé du pétrole et ne peuvent pas puiser ce que les Américains puisaient. Bon, on va en parler parce que je vais dire les autres aussi. Donc la Russie a intérêt à soutenir les talibans parce que la Russie aussi a des problèmes avec des islamistes radicaux, surtout dans des pays qui environnent la Russie. Nous avons l'Ouzbékistan, Turkménistan et puis le Kazakhstan, tout ça, les pays qui sont frottant liés avec l'Afghanistan. Donc la Russie aussi a des problèmes très sérieux avec les radicaux. D'où il a droit quand même à pouvoir bavarder, à pouvoir essayer un peu de parler avec les talibans, envie de pouvoir doper, envie de pouvoir avoir la maîtrise sur tous ces islamistes radicaux. Parce que les talibans tels qu'ils sont là, ils ont des ramifications. Ok? Ils ont des ramifications, donc ils sont en train de manipuler beaucoup de groupes islamistes. Raison pour laquelle on a intérêt à négocier avec eux afin de pouvoir limiter un peu les dégâts par rapport à ces groupes islamistes. Et nous savons bien que ces groupes, lorsqu'ils se décident de vous faire du mal, nous savons très bien comment est-ce qu'ils peuvent arriver, jusqu'où ils peuvent arriver, par exemple, en termes de dégâts. Raison pour laquelle, dans la prévision, donc ils sont déjà en train de visualiser cela,
Et ils sont maintenant en train de négocier pour limiter un peu le casse avec certains groupes radicaux. En termes de la politique de prévention et puis pour créer l'équilibre entre les États, lorsque la Chine et la Russie soutiennent les talibans, est-ce qu'il ne se crée pas de problèmes avec le reste du monde, les Occidentaux, ceux-là qui se retirent? Bon, la Chine aussi également a des problèmes avec les islamistes radicaux qu'on appelle les Ouïghours. Les Ouïghours. Donc, c'est-à-dire qu'à un certain moment même, il y a un langage qui dit que l'ami, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ouais. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Donc, c'est-à-dire qu'à un certain moment, les alliances se font et se défont. Donc, c'est-à-dire que la Chine aussi a la responsabilité de se protéger contre ces islamistes et contre les radicaux qui sont les Ouïghours. Raison pour laquelle, comme c'est maintenant le régime taliban, nous savons bien que ces gens-là, ils sont en mesure de faire du n'importe quoi à travers tout le monde entier. Donc, les talibans hébergent des groupes radicaux. Nous avons par exemple AQMI, Al-Qaïda, qui ont aussi des branches un peu par-ci par-là avec le Shebab et autres consorts. Donc, ça dit que pour essayer un peu d'avoir des informations, par exemple, en prévision des attentats, en prévision, par exemple, des attaques terroristes, il faudrait essayer un peu de prendre l'angle, de négocier, d'avoir des liens avec ces groupements-là en vue de limiter les casses. Donc, c'est dans ce sens-là que la Russie et la Chine, ils ont intérêt à négocier avec les talibans. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et chers auditeurs de Ma Bannière, pour ce Ma Bannière FM et Ma Bannière Télévision, nous sommes en train d'analyser la situation qui se passe actuellement en Afghanistan. Et d'un moment à l'autre, après cette analyse, nous allons essayer de voir quelles leçons tirer par l'Afrique tout d'abord et quelles leçons tirer aussi par la République démocratique du Congo, notre pays. Et là, nous sommes dans les analyses. Je suis avec les scientifiques, j'ai les sociologues et les politologues avec qui nous échangeons. Mais Monsieur Edgar, je reviens à vous. J'ai suivi la presse. Beaucoup disent que la prise de pouvoir par les talibans en Afghanistan, c'est vraiment la déconfiture de l'Amérique. Voilà. Ils peuvent dire comme ça, mais nous avons un autre son de cloche par rapport à la situation. Les talibans, comme mouvement fondamentaliste islamique, a aussi des relations très proches et très particulières avec d'autres mouvements islamiques. Il y a un adage qui dit ceci: si vous voulez danser les tangos, il faut être à deux. Donc, les talibans reviennent au pouvoir, mais ils doivent avoir aussi un soubassement, avoir aussi les éléments qui peuvent les soutenir, notamment l'État islamique. C'est ce que moi je peur. Parce que l'État islamique est maintenant présent aussi dans notre pays et dans notre continent, je disais, dans notre continent africain. Si vous partez au niveau du Nigeria, il y a les mouvements qu'on appelle Boko Haram. Ce sont des ramifications des mouvements islamiques qui peuvent avoir aussi des relations avec les talibans. Donc, dans ce sens-là, nous voulons que les talibans puissent respecter ces accords-là, parce que parmi les éléments des accords que j'avais oubliés aussi, c'était aussi que les talibans puissent empêcher d'autres mouvements islamistes comme l'EI, c'est-à-dire l'État islamique, d'entrer dans la sous-région du Moyen-Orient. Or, ce n'est pas facile. Ils savent qu'ils ont enduré plus de 2 décennies, donc 20 ans, dans la souffrance, et ils doivent avoir quand même une garantie pour leur permettre aussi de bien évoluer. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui ou demain, les États-Unis aussi peuvent faire volte-face et puis... Ok, on va évoluer. Je voulais entendre, je posais cette question à vous parce que vous êtes sociologue. Je pose la même question maintenant à un politologue. Là, je me retourne à Yannick. Cette victoire des talibans est considérée par certains spécialistes comme étant la déconfiture de l'armée américaine. Non, tout d'abord, il faut changer cet état d'esprit-là. Ce n'est pas une victoire des talibans. Mais c'est une victoire, ils sont au pouvoir. Non, le respect des accords. Le respect des accords. Les États-Unis ont respecté les accords conclus avec les talibans, que dans 15 ou 14 ans, je vais me retirer. Et Joe Biden arrivé au pouvoir, c'était des
déjà l'un des objectifs de sa campagne électorale, qu'une fois au pouvoir, je retirerai mes troupes, puisqu'il y avait aussi des dommages collatéraux, hein, puisqu'il y avait d'autres qui mouraient, ainsi que leurs familles s'étonnaient. Pourquoi aller s'insurger? Pourquoi aller dominer les autres là-bas? Pourquoi pas rester chez nous? L'Amérique aux Américains. Alors, c'est ainsi que Joe Biden a appliqué juste la règle du jeu. Mais c'est ce qui est aussi important. Joe Biden a dit ceci. Moi, je refuse de combattre, je refuse que mes soldats meurent pour des gens qui ne veulent même pas combattre. Il parlait de qui? Il parlait même de la force afghane. Il n'avait pas, cette force-là, elle n'avait pas envie de combattre. C'est ainsi que vous avez vu, une fois les États-Unis quittaient l'Afghanistan, le Taliban directement a pris le pouvoir. Est-ce que l'Afghanistan n'avait pas sa force républicaine, sa force régulière à lui plutôt? Non, il en avait. Mais le problème est que la force afghane régulière ne voulait pas combattre les talibans. Donc, il a laissé placer. C'est ainsi que Joe Biden a dit, je ne veux pas que mes gens meurent pour les gens qui ne veulent pas combattre. C'est ça d'abord le problème. Et maintenant, est-ce que c'est un échec pour les États-Unis? Non, ce n'est pas un échec. Mais vous savez ce qui se passe maintenant? On est en étape d'observation. On observe ce que le Taliban fera de cette prise de pouvoir. Est-ce que vous allez maintenant imposer la dictature ou vous allez imposer la charia? Puisque même Joe Biden a dit, puisque suivant les informations actuellement, Joe Biden a dit ceci: je vais voir comment tu vas traiter les femmes, je vais voir comment tu vas traiter les enfants, je vais voir comment tu vas traiter les filles. Les filles doivent aller à l'école, les femmes doivent être respectées, ils ont des droits. Et respecter les droits de l'homme, sinon, nous allons encore intervenir. Donc, l'État là où il est en étape d'observation. Et lorsque les États-Unis interviennent, au nom de la communauté internationale, même la Chine, même la Russie, ça c'est pas une façon de voir les choses. Victor, moi je pose la question. Presque la même question, mais dans d'autres termes. J'ai dit, ce qui vient d'arriver, respect des accords ou victoire des talibans? Oui, au fait, moi, je parlerai de victoire des talibans. Et je ne voudrais pas vraiment partager leur point de vue à ce titre, parce que nous considérons, lorsque nous sommes en train de l'analyser avec mes co-débatteurs, on considère le Taliban comme des extrémistes. C'est comme si c'est un mouvement le plus dangereux du monde, comme si ce sont des diables du monde. Or, lorsque nous suivons réellement, ils ont fait que défendre leur patrie, qui à un certain moment était prise en otage par les autres. Parce qu'aujourd'hui, même lorsque la population, certes, pouvait quand même à un certain moment avoir peur, c'est pourquoi on voit des agitations ici et là, mais tellement ils ont récupéré leur portion de terre, je sais qu'ils vont tout mettre en place. Il n'y aura même pas de dérapage, ils vont bien évoluer, ils vont bien diriger leur pays, parce qu'ils en ont déjà dirigé il y a 20 ans. Ok? À un certain moment, ils veulent seulement que les autres puissent s'adhérer, parce qu'il y a eu trop de l'aliénation culturelle. Et dans ce sociologue, moi, je soutiens les talibans, parce que on ne parle pas chez le musulman de l'homosexualité, par exemple, que l'Europe et les États-Unis a imposé à travers le monde. Que eux, ils se disent, comment moi, un homme, pouvait aller avec un autre homme. Donc ça, ce sont des valeurs culturelles qu'ils doivent garder. Et aujourd'hui, tous la population qui vont à un certain moment voir toujours l'idée sur les États-Unis, l'idée sur l'Europe et tout ça, ils se disent qu'ils sont pas indépendants. Ils doivent être indépendants. Et les talibans, ils ont été frustrés, il a été marginalisé. Ils sont sortis pour reprendre leur portion de terre, pour en mettre en bénéfice de la population. Certes, il y a des lois, parce que nous avons vu, lorsque vous allez dire, ils ont bien dit que l'homosexualité, la personne qu'on va attraper, il sera guillotiné. Ça, c'est la loi. Et moi, que j'adhère en tant qu'Africain. Vous soutenez les talibans? Oui, je soutiens à 100%. Ok, merci. Merci. Bienvenue. Oui. Les autres ont parlé de la victoire. Non. Ils parlent de respect. Il ne s'agit pas de la déconfiture de l'armée américaine, mais il s'agit ici du respect des accords. Est-ce que... Et vous dites c'est quoi? À mon avis, je dirais que c'est juste un changement de stratégie.
Un changement de stratégie. Un changement de stratégie parce que... Ça, ce sont les termes des intellectuels. Justement, en face, il faudrait savoir que nous sommes en pleine pandémie mondiale, la Covid-19, qui a vraiment grandement impacté même l'économie mondiale. L'Amérique aussi n'est pas épargnée dans ça. Alors, il a fallu maintenant délocaliser des fonds parce que on a parlé que cette guerre ici a coûté plus de 2000 milliards aux contribuables américains. Alors, au lieu, est-ce qu'il faudrait toujours continuer avec de telles dépenses dans une guerre asymétrique, une guerre imprévisible? On ne sait pas quand est-ce que ça va prendre fin. Mais il soutirait aussi du pétrole, il faut s'y l'aider. Bon, c'était du gagnant-gagnant. Pas tout à fait. Il faudrait savoir c'est que les États-Unis sont en train d'abord de dépenser. Alors, il fallait délocaliser maintenant des fonds au profit d'autres choses pour soutenir, par exemple, l'économie américaine qui est en train de souffrir avec la pandémie. Donc, ça, à mon humble avis, c'est juste un changement tout simplement de stratégie, un changement de cap, parce que c'est une guerre asymétrique. On ne sait pas quand est-ce que ça va prendre fin. C'est comme les États-Unis lors de la guerre du Vietnam. À un certain moment, ils ont dit niet. On a perdu beaucoup d'hommes, on a perdu, donc ça nous a tellement coûté qu'à un certain moment, il faut y mettre fin et voir maintenant autrement les choses. Donc, ça, à mon humble avis, c'est bien réfléchi pour les États-Unis. Hein. On ne peut pas toujours continuer. Vous êtes en train de perdre vos soldats, vous êtes en train de dépenser beaucoup d'argent parce que la logistique américaine coûte énormément cher. Alors, voir maintenant les choses autrement. Donc, c'est juste un changement de stratégie de la part des États-Unis et c'est bien réfléchi à mon avis. Changement de stratégie, respect des accords, tout ça, on peut comprendre. Mais du moins, sur le terrain, nous voyons que c'est la conquête des talibans qui viennent de reprendre leur situation. Vous ajoutez un mot? Ok, ajoute le mot. En fait, monsieur le journaliste, soyons concrets et réalistes. Suivons aussi, il y a des preuves là-bas qui passent, il y a des vidéos, il y a des images qui passent. Il y a des étrangers qui cherchent à sortir du pays, à quitter l'Afghanistan. Mais suivez les informations à travers la presse écrite, les nets et tout. Il y a aussi des Afghans qui cherchent à quitter. Une fois ils ont su que les talibans a eu Kaboul, la capitale, ils ont cherché, jusqu'aujourd'hui, on vous dit, jusqu'aujourd'hui, à l'aéroport de Kaboul, il y a même des Afghans qui cherchent à quitter l'Afghanistan. Monsieur le journaliste, comment se fait-il qu'un national, un compatriote, un citoyen qui prend le pouvoir, mais l'autre cherche à quitter les pays? Mais tandis que lorsque les Américains... Non, ça ne manque pas. Il y a toujours ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. C'est la loi de la nature. Non. Quitter le pouvoir d'une manière... Non, toujours, il y a toujours ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Quitter le pays d'une manière ordonnée, régulière, mais attendre à l'aéroport. Ils sont là, on dit, les Américains qui sont en train de sécuriser leurs nationaux et les Afghans qui ne veulent pas, qui cherchent à quitter le pays. Okay, merci. Je trouve qu'il y a déjà quelque chose de mauvais qui est arrivé au pouvoir. Puisque les talibans, bon, on va maintenant voir ça de son autre image qui est les partis politiques. Mais au moins, il s'est d'abord démarqué en tant que groupe terroriste. Un groupe terroriste, on ne fait pas confiance. C'est ça. Merci Yannick. Mesdames, Messieurs, vous suivez, les débats deviennent sucrés avec mes co-débatteurs, enfin les gens avec qui je suis sur ce plateau. Au-delà de tout, nous avons vu dans les images, nous voyons tout ce qui se passe. Vous parlez que c'est le respect des accords, ceci, cela. L'autre dit que non, voilà, c'est ce qu'il fallait. Est-ce que ça ne ternit pas l'image de l'Amérique? Edgar. Ternir l'image de l'Amérique. Tout ce que nous suivons, nous comprenons aujourd'hui que l'Amérique a abandonné les gens. L'Amérique est allée, a puisé, il s'est rassasié, il abandonne, et c'est comme ça. Et c'est ça l'Amérique. Ça ne ternit pas son image? Vous savez, dans les relations internationales, on dit s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de collaboration. Donc les États-Unis se trouvaient dans une situation où il dit, dans l'ère actuelle que je parle, je ne trouve aucun intérêt de résister encore ou bien de rester encore pendant plus d'une année encore ici. Je dois me retirer. Donc ce sont des intérêts. Les amitiés dans les relations internationales, c'est basé sur les intérêts. Ils partent. Mais il y a aussi une situation, peut-être que nous oublions. Aujourd'hui, les talibans reviennent au pouvoir après 20 ans. Mais n'oublions pas aussi, il y a des vautours tout autour de la situation des États-Unis. L'État islamique. Et aussi, dans les maquis, ils préparent aussi des histoires. Et moi, ce que j'ai analysé, j'ai compris qu'il vaut mieux les talibans
qui puisse revenir au pouvoir, que donner la passe à l'État islamique. Parce que là-bas encore, c'est encore pire. Parce que dans les accords qu'ils vont respecter, ils vont respecter ce qu'ils se sont conclus eux deux. C'est-à-dire de dire par exemple que la charia c'est une loi islamique, mais aller aux extrémismes, là non. Parce qu'aujourd'hui, le monde évolue. Le monde évolue. Chaque peuple a son identité culturelle. C'est le moment aussi que les talibans puissent faire asseoir sa culture, sa religion, comment faire avancer le pays du point de vue culturel, ainsi de suite. Parce qu'on reconnaît un pays par rapport à son identité culturelle. Voilà une occasion en or, une passe en or à la Messie pour que les talibans puissent revenir aussi au bon sentiment afin de faire revivre leur pays comme font les autres. L'Arabie Saoudite aussi, à un temps, avait aussi des problèmes. Mais aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est en train de voler sur ses propres ailes. Parce qu'il a compris qu'à quand nous allons toujours aller dans des guerres et des guerres pour la situation ou le devenir de nos enfants. Donc voilà un peu la situation des talibans. Nous allons voir, nous observons dans quel état ils vont travailler. Ne les jugeons pas seulement maintenant, n'ayons pas aussi peur. Voyons un peu, est-ce que les accords là vont être conclus? On va voir si les accords vont être conclus. C'est ça que dit Edgar, c'est son analyse. Mais nous suivons les médias, ceux qui disent, c'est comme si les États-Unis, vous dites que ce sont des accords, ceci, cela, c'est comme s'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas rester éternellement, que ça ne marche pas. C'est ce que j'ai dit. Depuis qu'ils ont gagné Hiroshima et depuis le Japon en 1945 jusque-là, ils ne gagnent pas nulle part. Irak, Vietnam du Sud, aujourd'hui Kaboul. Ça montre qu'il y a toujours des limites dans tout ce qu'on peut faire. Oui, il y a des limites, mais comme il y a on peut être puissant théoriquement, mais sur le terrain, c'est autre chose. Comme dit un adage, les jours se succèdent, mais ne se ressemblent pas. La vie internationale est parfois apparente, donc ce n'est pas tous les jours qu'on doit toujours revenir à l'ancien temps de 1945, tout ça. Le monde évolue. Ok, le monde évolue. Et nous aussi, nous évoluons sur le plateau parce que nous devons maintenant essayer de voir cette situation qui se vit actuellement en Afghanistan. Quelles leçons l'Afrique peut tirer? Nous connaissons ce qui se passe en Afrique, et plus précisément dans la région des Sahel, là-bas, tout ce qui se passe au Mali, ceci, cela. Est-ce que je commence avec Bienvenue? Quelles leçons le Mali peut tirer de ce qui se passe actuellement en Afghanistan? Donc, je crois que ce qui se passe actuellement en Afghanistan, ça doit interpeller nous les Africains, de pouvoir consolider un peu nos États, de mettre en place un État fort afin de lutter contre le terrorisme. Parce qu'avec l'arrivée des talibans, je crois qu'il y a une certaine imprévisibilité. Malgré qu'on est en train de voir le changement des langages, le changement des tons de la part de ces mouvements, que voilà, on va quand même essayer un peu de revoir la position de la femme, on doit accepter, on va faire ceci. Ils parlent aussi en termes des amnisties. Ils ont amnistié tous les fonctionnaires de l'État, ils ont quand même changé un peu le langage. Mais, à part ça, ça doit nous interpeller, nous en tant qu'Africains, de pouvoir de pouvoir d'abord se soutenir entre nous, mettre sur pied une armée forte, essayer un peu de lutter contre la corruption qui est en train de gangréner notre armée, nos armées africaines. Parce qu'il faudrait le savoir, c'est comme ici chez nous, en République démocratique du Congo. Même le chef de l'État avait fustigé qu'il y avait une certaine corruption en outrance au sein de notre armée, qui a la responsabilité de lutter contre les groupes terroristes, notamment LRA et les autres, là, le Shebab, qui sont alliés un peu avec d'autres groupes armés. Donc ça doit vraiment nous interpeller. Mettre sur pied une armée forte. Et cette armée que nous devons mettre sur pied, ça doit aussi être soutenu par les Occidentaux, malgré qu'ils jouent un peu le double G. On a vu, il y avait un homme fort en Afrique ici, Kadhafi.
lui du moins à son époque, il essayait un peu de lutter contre toutes ces bandes armées terroristes, mais depuis qu'il est parti, maintenant on voit que vraiment l'essor de l'Afrique, c'est de la misère maintenant. Donc ça quitte l'Afrique du Nord, ça revient au Nigeria, ça descend jusqu'en Afrique centrale et demain ça sera l'Afrique australe. Donc ces mouvements-là sont en train de se répandre. Ça doit nous interpeller, Africains, ok, d'essayer un peu de prendre au sérieux donc l'organisation de nos armées, l'organisation de notre nation, l'organisation de notre État. Essayer un peu de lutter contre la corruption. Récemment, là, à République démocratique du Congo, on avait dit qu'on avait envoyé 10 000 soldats, mais en réalité, il n'y avait que 2, 3, 4 000. Tout ça, ça n'arrange pas. Ça permet à ce que ces groupes-là puissent maintenant se multiplier davantage et puis opérer en toute liberté. Donc ça doit vraiment nous interpeller, nous, Africains. Ok. Monsieur Victor, les talibans au pouvoir, après 20 ans, ils sont rentrés, ils sont là aujourd'hui. Quelles leçons l'Afrique peut-elle tirer de ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan? Oui, c'est un bon exemple pour les Africains. Parce que vous soutenez les talibans. Oui, je suis tenté de... Je sais que mes co-débatteurs, ils n'arrivent pas à épingler. Pourquoi il y a des révolutionnaires? Pourquoi il y a tout ça? Ils doivent tout d'abord se poser la question, pourquoi les talibans revendiquaient? Pourquoi nous, les Africains, nous revendiquons? Parce que nous disons toujours, même dans nos religions africaines, tout ça, lorsque vous allez chez les Kimbanguis, ils vont vous dire qu'un jour, le blanc viendra noir, noir deviendra blanc. Ça veut dire quoi en soi, là? En fait, nous sommes tellement marginalisés par l'Occident, par les États-Unis, et que nos biens, au lieu que la population puisse en bénéficier, mais ce sont les autres États qui viennent aussi sans diplomatie, malgré, on est en train de dire ici, il y a des accords et tout ça. Nous voyons, et au niveau ici, quel pays ici, Nigeria, nous voyons au niveau de Tunisie et tout ça, comment même nos frères tunisiens cherchent à quitter leur pays pour l'Europe, pour s'émigrer en Europe. Pourquoi? Parce que dans leur pays, ça ne tient plus, ça ne marche plus. Mais qui sont à la base? La leçon tirée. Ok, la leçon tirée, nous devons comprendre que c'est maintenant que les Africains doivent se prendre en charge. Ça, c'est vraiment une leçon. La révolution... Se prendre en charge, c'est comme un terme qui est devenu générique. Voilà. Concrètement, quelle est la leçon qu'on a tirée de ça? La bonne gouvernance en Afrique, deux fois, il y a toujours des dérapages extérieurs. Et l'Africain, quand on dit se prendre en charge, l'Africain qui dirige, il doit diriger pour l'intérêt de la nation. Si aujourd'hui les États africains doivent se réunir pour réfléchir pour les intérêts communs, ça sera bien au lieu de toujours parler de l'Occident, parce que même si la France pouvait dire qu'on quitte l'État policier, et on doit collaborer et tout ça, mais la collaboration des fois est toujours dominée par une autre partie. Donc nous sommes dirigés par les autres, c'est la France des fois qui dicte l'Afrique, et les Africains se sentent menacés, les Africains se sentent marginalisés. Donc la leçon à tirer, les talibans nous ont fait voir que nous sommes capables aussi de dire aux autres, laissez-nous diriger, laissez-nous tranquilles. Merci. Yannick, vous venez de suivre. Peut-on rêver qu'un jour au Mali, les djihadistes ou les Boko Haram vont aussi accéder au pouvoir? Bon, je refuse de parler de l'ingérence occidentale puisque je vois déjà d'autres parlent de l'ingérence. Ça, c'est encore un autre débat. On parle de l'accession au pouvoir des talibans. Quel est son impact en Afrique? Sachant que tout d'abord, l'histoire ne trompe pas.
avec les talibans, tout d'abord, doivent savoir, avec les Kadhafi. Kadhafi a signé des accords avec l'OTAN, entre autres les États-Unis, la France et d'autres puissances occidentales. Les Kadhafi n'a pas respecté les accords de ne pas créer l'arme nucléaire. Quelle était la suite? Kadhafi a été mis hors d'état de nuire. Ils ont encore signé l'accord, les États-Unis ont signé l'accord avec les talibans. S'ils ne respectent pas, il sera mis hors d'état de nuire. Ça, c'est la politique américaine et la politique occidentale. Je ne suis pas sentimental, je suis internationaliste, je parle en tant que tel. Bon, sur le plan africain, sachez que les faits et phénomènes sociaux sur le plan international sont contagieux. Ce qui se passe dans l'air peut être contaminé dans l'autre. Souvenez-vous du printemps arabe. Ça s'est passé dans un État, là ça a commencé avec la Tunisie et ça a pris tout le Maghreb. Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, les talibans, c'est un mouvement terroriste. Avec son accession au pouvoir, il peut créer un réseau terroriste avec les autres États. On a parlé ici, mais on parlait de la ramification. C'est-à-dire, ils travaillent en interconnexion avec d'autres mouvements terroristes. En Afrique, nous en avons notamment l'État islamique version Maghreb. Nous avons la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, ainsi de suite. En Afrique occidentale, nous avons les Boko Haram, nous avons les Cameroun, les Mali, ainsi de suite, le Nigeria. En Afrique orientale, nous avons les Al-Shabaab. Al-Shabaab, nous avons les Kenya, nous avons l'Éthiopie, nous avons la Somalie, et ainsi de suite. Et si nous avons encore d'autres groupes terroristes de minuscules à l'est du pays. Donc, on a un peu des réseaux qui sévissent, qui détruisent même, qui sapent la paix en Afrique. Maintenant, il est temps pour les Africains. Oui, on parle des Africains, mais il y a aussi d'autres Africains qui ne peuvent rien faire, comme nous, la population. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais moi, je parle des autorités africaines. Il est temps d'être... Est-ce que ce qui vient d'arriver ici, ça ne peut pas encourager les autres groupes là, pour qu'ils puissent maintenant aussi accéder au pouvoir? Notre contribution, en tant que population, maintenant, c'est ce que nous faisons actuellement. C'est de prendre conscience et de parler aux autres. Mais il y a ceux qui décident. Il y a des catégories de populations. Il y a des populations qui prennent, qui parlent, mais il y a des populations qui décident. Et c'est ce que nous appelons les dirigeants, les autorités. Alors moi, je m'adresse aux autorités africaines. Il est temps d'être panafricaine. Nous prenons le panafricanisme. Il est temps d'être panafricain. Pourquoi? Parce que on doit maintenant rendre nos forces communes pour bouter n'importe quel mouvement terroriste qui va jaillir en Afrique. Peu importe le milieu, peu importe le temps, peu importe là où il se trouve, soyons ensemble, unissons nos forces en Afrique et boutons le mouvement terroriste. Sinon, ça sera vraiment du chaos ici en Afrique. Edgar, quelles leçons tirer? Voilà, l'Afrique, là nous parlons Afrique. Dans notre cher beau continent, l'Afrique a des sérieux problèmes sur cette affaire des talibans, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet boomerang, c'est-à-dire ça peut aussi se ramifier dans n'importe quel groupe qui sévisse ici dans notre pays. Et dans ce sens-là, nous devons vraiment, une fois de plus, sécuriser d'abord nos frontières, parce que nous sommes le deuxième pays au monde qui a au moins plus de 9 voisins. Parce que les là, vous parlez de la RDC. Moi, je parle de l'Afrique. Oui, je commence d'abord par mon pays. Non, moi, je parle... Ok, parle. Je commence par mon pays. Je vais aller aux autres. Nous avons plus de 9 voisins. Alors, aujourd'hui, tirer des leçons sur les insurrections a un avantage majeur. Parce que si nos frontières sont devenues poreuses, les insurgés comme les États islamiques, ainsi de suite, vont toujours traiter des relations avec d'autres pays et viendront nous attaquer. Je reviens maintenant en Afrique. En Afrique aussi, les États-Unis ont des alliés. On a vu ça pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Hitler avait créé aussi des mouvements en Afrique du Nord qu'on appelait Africorps pour venir encore combattre en Afrique. Donc, nous avons peur, si les talibans reviennent toujours à ces mauvais sentiments-là, d'appartenir avec les relations avec d'autres groupes, ça sera difficile pour les Africains. Raison pour laquelle nous devons développer l'esprit nationaliste, c'est-à-dire défendre les pays à tout bout de champ pour permettre que notre pays soit sécurisé. Et il y a encore un autre problème en Afrique. Il y a les problèmes de dépendance. Comment un pays comme le Mali, comment un pays comme la RDC, comment un pays comme la Côte d'Ivoire, pour se sécuriser, tu dois faire appel aux armées françaises. C'est que déjà, ça va mal. Okay, là, directement, réformer. Nous entamons les derniers points. Nous entamons avec vous. J'entame avec vous les derniers points, parce qu'on devrait savoir quelles leçons la RDC, notre pays, peut tirer aussi de ce qui se passe maintenant en Afghanistan. Parce que vous avez commencé à parler. La RDC, avec l'Est, qui a des problèmes. Oui. Et nous savons, on a parlé qu'il y a aussi des terroristes à l'Est, etc. Est-ce que
la RDC peut tirer des leçons avec ce qui vient de se passer en Afghanistan? Vraiment, il y a des leçons à tirer, surtout sur la sécurité. On appelle ça des fonctions régaliennes, la sécurité. Si un pays n'arrive pas à sécuriser sa population, il y aura des dégâts collatéraux. Il y aura des dégâts collatéraux. Pourquoi? Parce que la sécurité est une sève positive pour tout État. La création même de l'ONU a été basée sur la sécurité des peuples du monde. Et si nous regardons ici, à Loufou par exemple, je prends un exemple ici, quand il n'y avait pas Covid, mais les gens passaient ici même sans avoir été vérifiés dans leurs documents. Donc vous voyez qu'il y a une certaine fragilité, même au niveau de la sécurité de nos frontières. La première des choses, d'abord, il faut sécuriser nos frontières. Et puis, deuxième chose, il faut établir un état de droit. Ce n'est pas un slogan. Ça ne doit pas être un slogan. Un état de droit veut dire mettre toutes les choses à son point, sur la table, permettre à ce que les Congolais s'y retrouvent et de ne plus aussi négliger la majorité, ni la minorité. Et la majorité et la minorité, nous sommes africains, nous devons toujours travailler en collaboration. Je ne veux pas que notre pays un jour puisse aussi revenir dans les sentiments, ce qui s'est passé au niveau du Soudan, ainsi de suite, où il y a eu des partitions à cause de quoi? À cause des richesses. Donc nous avons des richesses, nous devons mettre ça aux besoins de tout le monde. Bienvenue, les terroristes sont à l'est de la RDC qui appelle au secours l'armée américaine, et l'armée américaine qui venait d'abandonner les Afghans. Avec tout ça, quelles leçons tirées? Ça doit vraiment nous interpeller grandement. Les États-Unis, en quittant l'Afghanistan, est venu directement en RDC. Donc ça doit vraiment nous interpeller. Quand bien même qu'on est en train de parler qu'il y a des terroristes et tout ça, mais on peut aussi aider nous-mêmes Congolais. Nous avons déjà une vision, nous connaissons bien les terrains. Et on peut maintenant collaborer avec les États-Unis afin que ces derniers puissent nous aider en termes de la logistique, en termes par exemple de matériaux ultra performants, par exemple sur le plan des renseignements militaires, pour qu'ils puissent nous aider en vue de localiser, cibler très bien ces terroristes et de pouvoir les neutraliser. Parce que il y a la MONUSCO était ici, ils ont fait des décennies ici, sans pour autant pacifier la RDC. Aussi longtemps qu'ils savent très bien, ils savent bien où sont logés ces terroristes, mais ils ne le font pas parce qu'ils ont des intérêts. Mais comme les États-Unis sont venus ici, d'abord, nous, en tant que Congolais, les autorités, les pouvoiristes, ils doivent maintenant négocier avec, donc c'est-à-dire que bien négocier avec les États-Unis, d'abord qu'ils puissent nous aider en termes de matériaux performants, en termes de renseignements, pour cibler ces terroristes-là et puis les neutraliser. Et deuxièmement, que les États-Unis aussi puissent nous aider pour que ces terroristes-là ne puissent pas constituer des bases arrières, par exemple avec d'autres pays. Donc par là, nous faisons appel maintenant à la diplomatie. Parce que si par exemple, je crois que même le chef de l'État, il avait déjà entamé des négociations avec certains pays frères, tout ça, par exemple le Rwanda, l'Ouganda, en termes diplomatiques, pour qu'il y ait des échanges commerciaux. Et les États-Unis peuvent nous aider dans ce sens-là. Parce que s'il y a une bonne diplomatie, s'il y a par exemple des collaborations entre tous les pays, je crois que ces groupes terroristes n'auront pas vraiment des racines pour pouvoir réattaquer. Bienvenue, je suis bien ce que vous êtes en train de dire. Mais je trouve un peu paradoxal par rapport à vos premiers propos. Vous avez dit que la guerre commençait à coûter cher à l'Amérique, c'est pourquoi il devrait se retirer de l'Afghanistan. Ils quittent l'Afghanistan parce que ça coûtait cher, ils viennent en RDC, mais ce sont toujours les moyens qu'il faut mettre en jeu. Non, pas nécessairement. Par exemple, les États-Unis ont envoyé justement des spécialistes, des experts militaires pour former notre armée, mais ils ne vont pas amener par exemple de la logistique importante, de la logistique coûteuse, qui vont venir par exemple avec des bateaux, avec des gros porteurs, des avions gros porteurs. Donc ils sont là. Donc ça dit que c'est à nous maintenant de négocier, de pouvoir les canaliser. Comment est-ce que les États-Unis peuvent nous aider par rapport en Afghanistan? Parce qu'en Afghanistan, ils ont quand même déployé un bon nombre de soldats. Plus de 50 000, plus de 100 000 soldats étaient en Afghanistan. Mais ici, nous avons plus besoin, par exemple, de matériaux, de matériel de renseignement pour avoir des précisions, des ciblages
afin de mieux neutraliser ces terroristes. Si on peut parler avec les États-Unis pour qu'ils puissent nous aider dans ce sens-là, je crois qu'on va gagner le pari. Ok, Victor, quelles leçons la RDC peut tirer de ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan? Oui, depuis l'arrivée des troupes, des experts, comme on venait de dire tout à l'heure, ils viennent pour travailler en renforcement des capacités à nos troupes, mais nous voyons déjà, on a vu dans ce même pays un ambassadeur qui se retrouve là où il y a les espaces miniers. Donc, voir les Américains quitter au-delà pour chez nous ici, il ne faudrait pas qu'on le fasse confiance, parce qu'ils ne viennent pas pour nous aider. Parce que si les Américains étaient là pour aider les Africains, ou l'Occident est là pour aider les Africains, on ne devait pas encore se plaindre. Ils viennent parce qu'il y a leurs intérêts. C'est comme Obama qui a dit que je suis un président américain, donc je travaille pour les Américains. Donc lorsqu'ils viennent ici, ils ne travaillent pas pour nous, mais ils travaillent pour l'intérêt de leur pays. Donc ils peuvent puiser tout ce qu'ils peuvent puiser. C'est à nous maintenant de comprendre s'ils vont s'arrêter au niveau des renforcements des capacités. Là, nous sommes tout à fait d'accord, mais qu'on ne nous apporte pas leurs troupes comme mon co-débatteur est en train de dire, parce que là, ça serait encore une grosse erreur, on va encore piller, et la MONUSCO nous a pillés, ils sont partis, et tout ça là. Ok, il faut dire des choses dont on a les preuves. Hein. En fait, on a dans les médias, on voyait les conteneurs. On a vu avec le contrôleur comment on arrêtait le véhicule de la MONUSCO avec nos minéraux là-dedans. Ça, c'est Yannick, quelles leçons tirées pour la République démocratique du Congo? Maintenant, on est maintenant au stade territorial, national du pays. Première leçon, c'est l'interpellation. Vous savez, nous ici, nous réfléchissons, nous avons dit ceci. Ce que les États-Unis ont fait, c'est le respect des accords. Mais, monsieur le journaliste, souffrez que je vous dise, avec tout le respect que je dois aux téléspectateurs, aux auditeurs, il y a des abrutis qui croient qui nous suivent, d'autres mouvements terroristes qui croient que c'est la victoire du Taliban. Et ils vont essayer aussi de faire de même ici en RDC. Donc, on est maintenant à une étape d'interpellation, puisque d'autres gens ne comprennent à travers ce qui se passe sur la scène internationale. Alors, nous, comme nous sommes là, nous édifions déjà, ce n'est pas une victoire, mais c'est le respect des tests. Alors, d'autres abrutis qui sont dans des mouvements terroristes croiront que Bamas Tabalongi, nous aussi, nous allons arriver si nous faisons cela en RDC. Donc, il est encore temps d'être encore plus vigilant. Ça, c'est à l'étape d'interpellation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment s'organiser sur le plan interne? J'ai trois aspects. Premier aspect, c'est l'armée. Il faut une armée homogène. Tout ce que nous voyons chez nous, qu'est-ce qui crée la faiblesse de notre armée? Notre armée, il y a tant de contingents. Quelqu'un qui vient avec son contingent. L'autre là qui rejoint l'armée, il vient encore avec ses troupes. L'autre là qui vient, il y a maintenant une armée qui obéit à son chef hiérarchique. Il faut une armée homogène qui va obéir à un seul chef, qui est le chef des États armés, le président de la République. Si on a cette armée homogène, nous allons créer une force présentaire pour bouter dehors les différentes forces terroristes qui jaillissent au sein du territoire. Deuxième point, le service de renseignement, un service de renseignement adéquat, et puis une diplomatie qui sait négocier avec les interlocuteurs en face. Ça, c'était sur le plan interne. Sur le plan externe, j'emboîte maintenant les pas de mon co-débatteur qui a parlé de la venue des Américains. Il faut savoir, les Américains sont venus pas parce que c'est notre grand frère ou parce que c'est notre frère aîné, c'est parce qu'il a trouvé maintenant, il y a maintenant des intérêts en RDC. Ils ont quitté les talibans parce qu'ils n'ont plus des intérêts en Afghanistan. Maintenant, ils sont ici parce qu'ici, il faut que la RDC devient une zone stratégique pour les intérêts. Ils sont là. Alors, négocier avec eux, essayer de tirer gain de cause de cette relation-là, de telle manière que les États-Unis aussi nous soutiennent pour bouter dehors les forces terroristes, puisque eux aussi, on a la même vision, puisque Fachi est de la même obédience avec la politique américaine actuellement. Oui. Ok, merci. Nous allons maintenant chuter, nous devons conclure, nous avons compris, nous avons analysé la situation qui se passe actuellement en Afghanistan, nous avons cherché à voir quelles leçons l'Afrique peut tirer, quelles leçons la RDC peut tirer de tout ce qu'on a parlé. La conclusion, Edgar. Merci pour la parole. Je crois que les traditions doivent aussi être changées. Les talibans
c'est le moment de changer les fusils d'épaule. Nous sommes dans l'étape des changements de la démocratie, mais il y a aussi un fait aussi à relever. Il faut que les États aussi puissent aimer les autres. C'est-à-dire, lorsque vous traitez des accords, il faut aussi aimer l'épanouissement des autres. Raison pour laquelle nous voulons aussi que nos États puissent emboîter les pas. Quand il y a des accords, il faut les respecter. Et je vais terminer en disant, il y a un adage qui dit, lorsque les vents soufflent, ce sont les herbes qui se courbent. Nous devons nous courber à ce qui concerne la paix, la sécurité et puis le développement. Merci. Bienvenue. Conclusion. Moi, je vais conclure tout simplement du fait que nous devons essayer un peu, en RDC, consolider l'esprit patriotique. Donc, c'est-à-dire que tous, nous devons lutter pour la cause patriotique de la RDC. Donc, ça, je peux lancer, par exemple, un message à l'endroit de tous les notables en RDC qui sont en train de soutenir ces groupes terroristes-là, de pouvoir considérer que nous n'avons qu'un seul pays, une seule patrie, qui est la RDC, que nous tous nous devons vraiment sauvegarder face à tous ces groupements terroristes. Victor, oui, la conclusion. Merci. Je conclus en disant que la révolution, la revendication de FOA multiforme, à multidimensionnel. Je sais que pour aujourd'hui, nous avons parlé des talibans, peu importe la connotation qu'on les a donnée, mais ce qui nous importe peu, c'était vraiment la victoire. On les a vus prendre leur pouvoir, les restes, ils font s'organiser. C'est vrai que nous pouvons vraiment dire quelles leçons qu'on doit tirer en Afrique. En Afrique, en tout cas, on doit prôner la bonne gouvernance et puis savoir faire tout ce qui est, savoir bien signer des accords avec les autres États pour le développement de notre pays. Yannick. Oui. Pour les États-Unis, bravo, vous avez respecté les tests. Maintenant, ça appartient aux talibans de respecter les leurs, puisque si vous ne respectez pas, nous tous, nous savons comment les États-Unis ainsi que ses alliés réagissent. Donc, il y aura une force qui va encore revenir. Voilà. Bon, pour l'Afrique, sachez que ces phénomènes sociaux sont dynamiques, évolutifs et contagieux. Donc, il est maintenant moment d'être encore unis, panafricains, pour bouter dehors, puisqu'il y aura encore une intention pour les autres mouvements terroristes africains de faire face. Alors, nous devons être unis, panafricains. Tous les États sont unis pour bouter dehors les mouvements terroristes. Pour la RDC, on a besoin d'une armée forte, une armée homogène, un service de renseignement adéquat, une diplomatie proactive de terrain qui sait négocier avec tous les interlocuteurs qui sont en face de lui, et puis utiliser le partenaire idéal que nous avons en face de lui, qui est les États-Unis d'Amérique. C'est un partenaire colossal, un partenaire grandiose, donc sachons comment tirer gain de cause avec lui pour chercher la paix ici en RDC. Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et chers auditeurs de Ma Bannière, nous arrivons à la fin de ce plateau spécial. Ce soir, j'ai eu la joie de recevoir sur ce plateau 4 intellectuels. Nous avons eu bienvenue à Loukou, qui est chef des travaux à l'ISP Matadi. Il est politologue. Merci beaucoup, bienvenue. Et nous avons eu Sans Alomande Edgar, qui est de la rédaction de Ma Bannière Télévision, qui est enseignant et chercheur dans plusieurs institutions d'enseignement supérieur. Et lui, il est sociologue. Merci beaucoup, Edgar. Merci à Nendaka Victor, qui est sociologue, chercheur. Il est chef des travaux à l'Institut supérieur de technique et de développement. Merci beaucoup. Et merci à Nsabou Yannick, celui qui a conclu. Il est internationaliste. Il est assistant à l'ILIMAT et autres institutions d'enseignement supérieur. Merci beaucoup, Yannick. Et le rendez-vous est pris pour un autre plateau spécial quand il y aura aussi un autre événement spécial. Mesdames, Messieurs, dites merci à l'ingénieur Hervé Mena, qui a assuré la réalisation de cette émission. Merci à Christian Simba et aussi à Ronsard Condé, qui ont concouru de manière technique pour que vous puissiez nous suivre chez vous, que ce soit à la radio tout comme à la télévision. Quant à moi, pour ceux qui me suivent à la radio, je m'appelle Jean Mboui Batu Benga Moulenda. Je vous dis au revoir et le rendez-vous prochainement.